L'aéroport international de Los Angeles est l'un des plus animés au monde. Il accueille chaque année 40 millions de passagers. Plus de 1500 avions décollent et atterrissent chaque jour sur ces pistes. « 31 août 1986, veille de la fête du travail. Ce jour-là, une partie du trafic est gérée par Walter White, apprenti contrôleur aérien. White n'est pas encore diplômé. Il doit achever sa période d'apprentissage avant d'obtenir sa qualification. Salut, ça va? Oui, c'est très calme. C'était un long week-end et il faisait un temps superbe. C'est ce qu'on appelle une journée chambre de commerce. Tu veux faire une pause cigarette? Je te remplace. J'ai été de service et Walter est venu me demander si je voulais faire une pause cigarette. J'ai accepté. Le trafic était fluide, c'était un dimanche matin tranquille. Tout aiguilleur cherche à acquérir de l'expérience. 3, 4 mois, ça fait très peu. Los Angeles, bonjour. Ce n'était pas l'heure de ma pause. Walter voulait travailler sur le secteur, si je me souviens bien. C'était pour sa formation. ACL 60, avez-vous la piste 25 en visuel? Roger. Réduisez la vitesse à 200 nœuds, descendez et maintenez 6000 pieds. 200 nœuds, descendons 6000 pieds. Bonne journée. À plusieurs centaines de kilomètres au sud, les passagers embarquent à bord d'un DC-9 de la compagnie Aeromexico. Donald Wang et ses fils reviennent d'une fructueuse expédition de pêche. Jason, si on le mettait dans la cuisine? Ils ont attrapé un gros voilier. Ça plairait à maman. Trophée qu'il leur tarde d'exhiber. C'était le dernier week-end avant la reprise des classes. Donald a décidé que ce serait sympa d'emmener les garçons pêcher à Mexico ou en haute mer, ce qu'il n'avait fait qu'une seule fois dans sa vie. C'était l'occasion de renforcer les liens père-fils. C'était aussi la première fois qu'il voyageait sans moi. À l'est de Los Angeles, la ville de Cerritos s'éveille lentement. Dans les années 70, cette bruyante communauté a affiché une croissance record au sein du comté de Los Angeles. Mon mari n'avait pas été là de la semaine. Il revenait pour le week-end. Et le dimanche matin, j'ai proposé qu'on reste à la maison, qu'on saute la messe. Je vais aller t'acheter de quoi te faire un bon petit déjeuner. Javier, va prendre une douche. Et je suis partie à l'épicerie. À la maison, il y avait Alex, 14 ans, sa sœur jumelle, Angelica. Ils dormaient encore tous les deux. Javier, mon fils de 16 ans, et mon mari. Alors que Teresa part faire les courses, le DC-9 d'Aeromexico n'est plus qu'à 20 minutes de Los Angeles. Sur ce segment de vol, le commandant de bord, Antonio Valdez Prom, fait office de copilote. L'officier pilote de ligne, José Valencia, a pris les commandes. Bien, commandant. À 22 km au sud de l'axe, se trouve l'aérodrome de Torrance. Opérant dans l'ombre de l'aéroport, ce dernier accueille avions privés et pilotes amateurs. Il fait partie de la poignée d'aérodromes disséminés autour de Los Angeles, une région comptant plus de 6000 pilotes amateurs. Essence, ok. Après un week-end chargé, William Kramer, sa fille Caroline et sa femme Kathleen s'élancent enfin dans les airs. Piper 4891, prêt à décoller.
Tour de Torrens à Piper 4891, bonjour. Destination, le lac de Big Bear. Un voyage de 200 km vers le nord-est. Homme méticuleux, William Kramer est cadre dans une société d'ingénierie. 6 ans plus tôt, à l'âge de 47 ans, il a acquis son premier avion, un Piper Cherokee, élégant et rapide. Approche de Los Angeles à Wings West 5225, en provenance de Seal Beach, cap 320. Prévoyez approche à vue, piste 25 gauche. Rappelez aéroport en vue. Depuis la tour de contrôle de l'axe, Walter White guide les avions en approche afin d'assurer la sécurité du trafic et les oriente vers les pistes appropriées. Présentez-vous en finale, piste 25 gauche. Merci. Dans quelques minutes, l'équipage du vol 498 Aéromexico va entrer en contact avec Walter White. Mais un enchaînement fatal est sur le point de se produire dans le ciel de Los Angeles. Des douzaines d'hommes et de femmes vont voir leur destin à jamais lié dans une tragédie dont aucun voyageur ni membre d'équipage ne sortira vivant. Week-end du 31 août. Prêt à décoller. Au sud de Los Angeles, les vacances débutent enfin pour les Kramer. Une petite heure de vol et on sera à Big Bear. La visibilité est de 22 km aujourd'hui, pas mal. Tandis que l'aérodrome de Torrens disparaît dans le lointain, Kramer commence à grimper à 3000 mètres tout en conservant le cap nord-est. À plusieurs kilomètres de là, le DC-9 à moitié plein en provenance de Mexico s'approche de l'aéroport international de Los Angeles. À peine 2000 mètres plus bas, Teresa Estrada revient du magasin. Quelques pâtés de maison plus loin, son mari et ses enfants l'attendent. Et voilà, c'est la fin des vacances. PSA 1765. La matinée est peu chargée et Walter White guide les atterrissages en toute sécurité. À 11h47, il intercepte le premier appel du vol 498 Aéromexico. Aéromexico 498 approche de Los Angeles, bonjour. Tour de Los Angeles, Aéromexico 498. Le DC-9 d'Aéromexico a officiellement pénétré dans la région de contrôle terminal, ou TCA. Parfois surnommée la cage à oiseaux, la TCA est une zone complexe d'espaces aériens tridimensionnels entourant l'aéroport. C'est un espace aérien réservé autour des aéroports congestionnés ou des plaques tournantes, où la densité de trafic est extrême et où un contrôle s'impose. Aéromexico 498, trafic à 10 heures. 1 nautique, altitude inconnue. Roger 498. Réduisez la vitesse à 190 nœuds, descendez et maintenez 6000 pieds. Tandis que l'appareil Aéromexico amorce sa descente, William Kramer et sa famille continuent de monter. Si ça pouvait être comme ça à Big Bear. On devrait déjà voir l'océan. Chérie, jette un œil à la carte et cherche autour de la 405 s'il n'y aurait pas des repères. Des repères? Walter White surveille la progression de l'appareil Aéromexico
lorsqu'un autre avion apparaît soudain sur son écran radar. Un vol non prévu. Tour de LR, Romeo 66 en provenance de Fullerton. Altitude de croisière 4500 pieds. Le pilote d'un petit Grumman Tiger demande à l'aiguilleur de le guider à travers la région terminale. Tout pilote est censé contacter la tour de contrôle avant d'entrer dans un espace aérien contrôlé. Le Grumman pourrait bien se trouver sur la trajectoire d'un avion en approche. Mais avant même de pouvoir s'occuper de cet avion privé, White reçoit un appel du DC-9 d'Aéromexico. Quelle est la vitesse requise? Réduisons à 290 nœuds. Non, 190. Vous pouvez maintenir. White décide de lui attribuer la piste la plus près de sa porte d'embarquement. Modification du plan. Roger. Il se tourne alors vers le Grumman. Grumman 66 Romeo, Squawk 4524, restez hors de la TCA. White demande au pilote de n'utiliser qu'une seule fréquence radio. Mais celui-ci semble désorienté. 4, 5, et c'est quoi après? 4, 5, 2, 4. Êtes-vous à 4500 pieds? Négatif, nous sommes à 3400 pieds en montée. Vous êtes en plein dans la TCA, monsieur. Je suggère qu'à l'avenir, vous consultiez votre carte TCA. Un avion vient de passer à votre gauche à 5000 pieds. Et nous faisons circuler beaucoup d'avions de ligne à 3500 pieds. Bon. Alors je fais quoi maintenant? Alors que l'appareil Aéromexico poursuit sa route en direction de l'aéroport, il est ébranlé par une violente secousse. Qu'est-ce qu'il y a eu? 498, ici Los Angeles. L'officier pilote de ligne tente désespérément de contrôler l'appareil. Los Angeles approach. C'est pas possible. J'ai vu une énorme explosion, le rouge vif d'un incendie. Une explosion énorme, comme si une bombe était tombée au sol. White a perdu le contact avec l'appareil Aéromexico. 498, ici Los Angeles. L'avion a disparu de l'écran radar. J'étais assis avec les deux contrôleurs des départs et j'ai entendu Walter dire quelque chose comme « Je crois que j'en ai perdu un. Ici Los Angeles. » Tout le monde s'est mobilisé. On a regardé les radars et on l'entendait appeler vol 498. Il les a appelés plusieurs fois sur la radio. À ce stade, on n'avait encore aucune certitude. White sollicite l'aide d'un avion à l'approche. Américaine 333, jetez un œil à 11 heures. J'ai perdu le contact avec un DC-9. Voyez-vous quelque chose en bas? 11 heures, 5 nautiques, quelle altitude? Il était assigné à 6 et il n'est plus sur mon écran radar. Ok, je vois un gros dégagement de fumée à gauche de l'avion. À environ 11 heures. J'ai descendu la rue qui menait chez moi et j'ai vu la tête d'une femme. Son corps avait été tranché en biais et elle était étendue là. Il n'y avait que des débris et il y avait des incendies absolument partout. Je voyais des feux dans tout le quartier. Non loin, une équipe de la brigade locale des pompiers effectue un exercice d'entraînement dirigé par le capitaine Larry Hambleton.
Tout d'un coup, un des pompiers m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Il y a une grosse colonne de fumée à votre gauche ». Alors j'ai pris le micro et j'ai essayé de deviner l'adresse. Gros incendie au nord de la 91, au nord de Carmenita. Ils m'ont rappelé en me disant « On nous signale la chute d'un avion de ligne ». J'ai donc triplé les effectifs initialement demandés. Je demande une 3e équipe d'intervention et 2 brigades aériennes. Quand on est arrivé, j'ai réalisé qu'en plus des débris de l'avion, il y avait des gens, des fragments de corps. Ça changeait tout. Derek, établis un périmètre. On y va! Il y a quelqu'un? À la tour de contrôle de Los Angeles, Walter White, bouleversé par le crash, est relevé de ses fonctions. Je me souviens, j'ai vu Walter se lever et sortir seul de la pièce. Au fond de moi, je me disais, ce n'est pas juste, il faut que quelqu'un l'accompagne. Il ne peut pas sortir seul. J'aurais pu être assis à sa place. Et je ne sais pas si j'aurais agi différemment. Un gros panache de fumée noire et blanche s'élève sur le site du crash, à environ 5 km à l'ouest de l'aéroport de Fullerton. Les hélicoptères de la télévision sont dépêchés sur place. Il y avait un brasier en face de moi. Ma maison était complètement en flammes. Frank! Angelica! Javier! Puis j'ai vu ma voisine. Où sont-ils? Je lui ai demandé, Rose, où est ma famille? Que s'est-il passé? Et elle m'a dit, ils sont là-bas, on te cherchait. Et dans ma tête, j'ai remercié Dieu qu'ils soient sains et saufs. Chez elle, il y avait Alex. Alex! Alex! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Angelica? Où est Angelica? Je ne sais pas. Et Javier? Et papa? Je ne sais pas, maman, désolé. Il s'est mis à pleurer et il m'a dit, « Maman, je suis désolée, il n'y a que moi qui m'en suis tirée. » Et je l'ai pris dans mes bras. Des fragments de fuselage ont été projetés sur les maisons voisines, déclenchant des incendies. L'arrière de l'avion a été catapulté à plus d'un pâté de maisons du point d'impact. Il y a quelqu'un? Quand j'ai inspecté les maisons et le site du crash, ça a été un moment irréel. Je suis resté là probablement 4-5 minutes avant que les autres n'arrivent. Et il n'y avait pas âme qui vive.
Il y a des débris partout. Et il n'y a pas de survivants, juste des morts. J'avais déjà été confronté à la mort, 2-3 personnes dans un incendie d'habitation, mais jamais un avion de ligne rempli de passagers. Au boulot, les gars. Je crois que j'ai pas vu un seul corps entier. Je leur ai demandé de trouver les fragments de corps et de les recouvrir avec des couvertures de survie jaunes. Même si ce n'était qu'un tout petit bout, une main, un tronc, une jambe ou n'importe. Pour nous, c'était la vie et on la traitait avec respect. Quand je revois l'accident, c'est tout brun sourd. C'est pas noir et blanc, c'est pas des couleurs vives. L'herbe n'est pas verte, les maisons n'ont pas de peinture. C'est tout des tons de brun. On m'a dit que c'était la façon qu'avait mon cerveau d'adoucir un peu un événement violent et horrible pour que je puisse vivre avec. Tout le quartier a été soufflé. Des draps jaunes marquent l'emplacement des corps. Pour l'instant, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 corps. Ah mon Dieu, le quartier est dévasté. 16 maisons ont été touchées. Nombre d'entre elles sont entièrement détruites. À l'aéroport de Los Angeles, Mary Wong attend son mari et ses 2 fils cadets. Je suis allée les chercher à l'aéroport autour de midi et j'ai attendu devant la douane. J'ai attendu, je me disais, ça doit durer un peu longtemps à la douane. Mais aux alentours de midi 20, midi et demi, un homme est arrivé. Il portait un sac à dos avec une croix verte. On nous a emmenés dans une pièce à l'étage et sur l'escalier roulant, j'ai regardé l'homme et je lui ai dit « Ils sont morts. Je sais qu'ils sont morts. » À Cerritos, les équipes d'urgence font une nouvelle découverte macabre. Sur le stade d'une école locale, ils retrouvent l'épave d'un Piper Cherokee Archer. Remarquablement intacte, la verrière de l'avion a été tranchée nette. Les 3 occupants de l'appareil sont restés attachés à leur siège. William Kramer et sa famille sont morts. Tous les passagers et membres d'équipage du vol 498 ont également péri. En outre, 15 personnes ont été tuées au sol. La situation est effrayante. 2 avions se sont écrasés sur un quartier résidentiel. Que s'est-il passé dans le ciel au-dessus de l'un des aéroports les plus animés au monde? C'est ce que vont tenter de découvrir les experts chargés de l'enquête. Le drame s'est déroulé lors du week-end prolongé de la fête du travail. Dans l'explosion, plusieurs maisons ont été détruites. Les rues sont jonchées de fragments de corps éparpillés. Le bilan est de 82 victimes. 15 personnes tuées au sol, 67 autres décédées dans le double crash des avions impliqués.
Le soir même, des enquêteurs de l'agence fédérale NTSB arrivent sur les lieux. Parmi eux, des experts en matière de performances humaines, de systèmes de vol et de contrôle du trafic aérien. D'emblée, les enquêteurs sont frappés par la présence de 2 avions au sol. Ce fait troublant semble suggérer qu'il s'agit d'une collision en plein ciel. L'hypothèse d'une collision en vol nous avait déjà été suggérée par le hangar 6 avant même qu'on ouvre l'enquête. Ils avaient vu arriver 2 épaves et c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses. Avec cette idée en tête, John White et son équipe procèdent à un examen minutieux des épaves. Il s'agit essentiellement de constater l'emplacement des principaux débris, puis de les examiner pour tenter de déterminer l'angle selon lequel les 2 avions se sont percutés. Les marques laissées par une hélice à l'arrière du DC-9 et des traces de peinture du Piper Cherokee sont révélatrices. Il semble que le Piper ait percuté l'arrière du DC-9 et que le stabilisateur horizontal ait été arraché. À partir de là, le pilote du DC-9 ne pouvait plus contrôler son appareil en tangage. Le DC-9 en descente et le Cherokee en montée se percutent à angle droit. Leur vitesse relative est de 450 km/h. Sous l'effet du choc, l'arrière de l'avion de ligne est arraché. Les enquêteurs ont déterminé les circonstances de la collision. Il s'agit à présent d'en évaluer les causes. Pour reconstituer les faits, l'équipe examine la boîte noire du DC-9. Celle-ci leur révèle les coordonnées exactes et l'altitude de l'appareil Aéromexico au moment du crash. Le DC-9 se trouvait à l'intérieur de la TCA, l'espace aérien contrôlé de l'aéroport de Los Angeles, à l'endroit exact où il était censé être. Le Cherokee était également dans la TCA. Or, du fait de la densité du trafic aérien à Los Angeles, les avions privés ne peuvent pénétrer dans cette zone sans autorisation. Piper 4891, prêt à décoller. William Kramer venait d'emménager à Los Angeles. Mais les enquêteurs apprennent qu'il était tout à fait conscient des limites imposées par la TCA. Il savait qu'il s'agissait d'un espace aérien réservé. La fouille du cockpit du Cherokee en apporte la confirmation. S'y trouve en effet une carte de la région de contrôle terminal de Los Angeles. Les enquêteurs font une autre curieuse découverte. Le plan de vol déposé par Kramer prévoyait un survol de Long Beach et d'Ontario, avec pour destination finale le lac de Big Bear, à une altitude de croisière de 3000 mètres. Ce plan évitait largement la TCA. Les faits sont là. Le Cherokee est entré sans autorisation dans la TCA et a heurté le DC-9 dans un espace aérien réservé. Pourquoi Kramer a-t-il couru au-devant du danger sans informer personne? Sur le terrain de Cerritos, une éventualité se dessine. La famille Kramer a des antécédents de maladie cardiaque et les premiers résultats d'autopsie font apparaître une obstruction majeure. Ça va, Bill? Oui, oui, ça va. Kramer aurait-il subi une crise cardiaque en vol, laissant l'avion sans pilote? Des échantillons de tissu cardiaque sont envoyés à l'Institut de pathologie des forces armées. La survenue d'une attaque pourrait expliquer que le pilote n'ait pas contacté le contrôle d'approche de Los Angeles. C'est tout à fait possible qu'il ait eu une attaque. Il est tombé en arrière, il a fait monter l'avion, ce qui explique qu'il n'ait pas essayé d'éviter le DC-9. Quoi qu'il en soit, l'aiguilleur du ciel Walter White aurait dû être capable de détecter l'appareil des Kramer. Le Piper aurait dû apparaître sur son écran radar. Avant d'être questionné par le NTSB,
White réécoute les appels radio de la matinée. Il doit se remémorer précisément ses paroles et ses observations. Richard Wentworth est l'un des enquêteurs ayant mené l'entretien. À un moment ou un autre, avez-vous le Piper Cherokee sur votre radar? Non. Non, monsieur. La cible n'était pas affichée. Elle n'était pas sur mon écran, j'en suis sûr. Il a affirmé que l'avion n'était pas visible. Toutefois, les souvenirs de White laissent les enquêteurs sceptiques. Alors qu'ils examinent les données radar, l'Institut de pathologie des forces armées leur transmet les résultats de l'analyse du cœur de William Kramer. Ça va, Bill? Selon le rapport d'autopsie, Kramer souffrait d'une maladie cardiaque à un stade avancé, mais n'a pas eu d'attaque avant la collision. Les enquêteurs doivent trouver une autre explication à son attitude inconsidérée. Kramer avait déposé un plan de vol, mais les petits avions comme le Cherokee ne sont pas équipés d'instruments sophistiqués. Comme la plupart des pilotes privés, Kramer naviguait au moyen de repères au sol tels que les autoroutes. Il devait donc simultanément surveiller le paysage en dessous et l'espace aérien environnant. C'est bien la 405. Où est-elle déjà? John Andrews, spécialiste de l'aviation, témoigne au sujet des circonstances de l'accident de Cerritos. Le pilote du Piper naviguait à vue. Il essayait peut-être de rester parallèle à une autoroute. Et il n'a plus su laquelle suivre. Nouvellement arrivé en Californie, dérouté par l'enchevêtrement d'autoroutes de Los Angeles, Kramer a pu pénétrer involontairement dans l'espace aérien contrôlé. Il n'y a pas de ligne au sol pour indiquer où débute la TCA et à quelle altitude. Il faut consulter une carte et l'interpréter. Les enquêteurs savent désormais avec certitude pourquoi Kramer a pénétré dans l'espace aérien contrôlé de la TCA. Toutefois, après examen des enregistrements radar de la tour de contrôle, Richard Wentworth est convaincu que Walter White aurait dû être capable de voir le Piper. On a pu déterminer que l'appareil qui a heurté l'avion Aeromexico était bien visible. Si l'avion des Kramer était bel et bien sur son écran radar, pourquoi White n'a-t-il pas réagi? Ce jour-là, quand Walter White prend son service, le contrôle des arrivées est assuré par Carl Grandman. Salut Carl, ça va? Oui. Selon Grandman, des problèmes récurrents de radar pourraient expliquer que White n'ait pas vu l'avion des Kramer. Les contrôleurs se plaignaient depuis longtemps des radars. On avait signalé à plusieurs reprises des problèmes avec le radar qui ne détectait pas les cibles. Le radar affiche une cible lorsque le signal émis est rétrodiffusé par cette dernière. Toutefois, si une montagne ou un bâtiment masque le signal retour, la cible disparaît de l'écran. Vous pouvez perdre une cible, deux cibles. Elles disparaissent instantanément. Avez-vous vu le Piper Cherokee sur votre écran? Non, monsieur. Mais ça ne signifie pas que la cible n'est plus là. Un masquage de l'écho, c'est un phénomène instantané et non pas continu. Je crois que j'en ai perdu un. Le radar était vieux, il y avait des zones aveugles. Il n'était pas aussi précis qu'il aurait pu l'être. Ce n'était pas un équipement ultra perfectionné. Quand l'ordinateur est surchargé, il y a ce qu'on appelle un papillotement. L'écran scintille de temps en temps et les cibles peuvent disparaître. Mais nous avons revisionné ces données. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu un quelconque dysfonctionnement des systèmes informatiques de Los Angeles.
Autre explication possible, le Cherokee est apparu sur l'écran mais a échappé à l'attention de White. Les enquêteurs se concentrent sur le troisième appareil présent dans le ciel ce jour-là, le Grumman Tiger. Les avions privés sont tenus de contacter la tour de contrôle avant de pénétrer dans la région de contrôle terminal. Or, le Tiger était déjà loin dans la TCA lorsque le pilote a contacté Walter White. Tour de LA, 66 Romeo en provenance de Fullerton. Altitude de croisière 4500 pieds. Êtes-vous à 4500 pieds? Négatif, nous sommes à 3400 pieds en montée. Vous êtes en plein dans la TCA. Il y avait un avion à l'est de l'aéroport qui a été impliqué, ce qu'ils appellent un contrevenant. Je suggère qu'à l'avenir, vous consultiez votre carte TCA. Le problème, c'est que la conversation entre le contrôleur et le pilote du Grumman a duré trop longtemps. Pourquoi étiez-vous comme hypnotisé par le Grumman? Il représentait un danger. Ça s'est produit au moment même où les deux avions au sud-ouest de son écran, l'Aéromexico et le Cherokee, convergeaient. Les enquêteurs découvrent que même s'il avait vu le signal du Cherokee apparaître sur l'écran radar, White n'aurait pas eu toutes les informations dont il avait besoin. Les signaux radars indiquent uniquement aux contrôleurs qu'un aéronef se trouve dans leur secteur. Les transpondeurs installés à bord des avions peuvent transmettre d'autres informations telles que l'altitude et la vitesse. Mais sur le site de l'accident, les enquêteurs constatent que le Cherokee était équipé d'un modèle de base. Celui-ci n'indique que la direction prise par l'avion. Il ne donne aucune information sur son altitude. Ces contrôleurs avaient donc l'habitude de voir un petit triangle représentant un avion VFR traverser tout l'écran sans indication d'altitude. Et à moins que le pilote ne les avertisse directement, ils partaient du principe que l'avion n'allait pas pénétrer dans cet espace aérien. Grumman 66 Romeo. Les enquêteurs estiment que cette situation d'attention partagée, probablement aggravée par la vétusté du système radar, explique que la tour de contrôle n'ait jamais averti le DC-9 du danger que représentait le Cherokee. Essayez de trouver des repères. Mais il leur reste un mystère à élucider. En étudiant les enregistrements radar du 31 août, les enquêteurs font une surprenante découverte. Ni l'équipage du DC-9, ni William Kramer n'ont tenté d'éviter la collision. Chacun semblait ignorer la présence de l'autre. Pourquoi ni l'un ni l'autre n'ont-ils réagi? La visibilité était de plus de 20 km. Comment deux avions ont-ils pu entrer en collision dans un ciel parfaitement dégagé? Pour tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le cockpit de l'appareil Aéromexico, les enquêteurs écoutent les enregistrements des conversations du poste de pilotage. Approche de Los Angeles. La voix de White est diffusée dans les haut-parleurs placés au-dessus de la tête du pilote. Le micro d'enregistrement est positionné juste à côté. Provenance Seal Beach, cap 320. La conversation des pilotes est en grande partie couverte par la voix du contrôleur. Descendez et maintenez 600 pieds. Affichage altitude cible. Les informations radar font ressortir un fait curieux. Pendant plus d'une minute, le Cherokee des Kramer pouvait être vu de l'équipage Aéromexico. Par ailleurs, si les Kramer avaient regardé par le hublot de droite, ils auraient également pu voir l'appareil Aéromexico. Pourtant, aucun des deux avions n'a modifié sa trajectoire. Aucun d'eux n'a cherché à éviter la collision. Les enquêteurs estiment que si Kramer était effectivement perdu et se repérait grâce aux autoroutes, il n'a peut-être à aucun moment vu le DC-9 approcher.
Il regardait en effet par le hublot du pilote. Or, le DC-9 est arrivé de l'autre côté. Ils ont joué de malchance, car le DC-9 est arrivé tout à droite. On ne pouvait le voir que par le hublot du passager, à droite de l'avion. Par ailleurs, la petite taille du Cherokee explique à elle seule que l'équipage du DC-9 n'ait pas vu l'appareil. Dans certains cas, quand un petit avion converge très rapidement, au moment où il est suffisamment prêt pour être vu, il est presque trop tard pour éviter la collision. La FAA estime qu'en règle générale, il faut environ 12 secondes pour voir un avion, l'identifier comme une menace et exécuter une manœuvre d'évitement. Dans le cas de la collision de Cerritos, le temps que l'avion ait été suffisamment gros pour être vu, on était très près de cette limite des 12 secondes. Dans les collisions en vol, la plupart du temps, rien n'indique que les pilotes se sont vus mutuellement avant la collision. La configuration du pare-brise a peut-être également contribué à la catastrophe. Il est possible qu'au cours d'une partie de l'approche, au moins pour un des pilotes, l'avion soit apparu à l'arrière du poste de pilotage. Mais à moins qu'il n'ait tourné la tête et qu'il ait une raison de le faire, il est possible que l'avion ait été caché pendant le laps de temps où il avait une chance de l'apercevoir. Le drame de Cerritos révèle plusieurs faiblesses tragiques dans le système de contrôle du trafic aérien de l'époque. On constate notamment que les pilotes ne sont pas en mesure de se voir et de s'éviter mutuellement. L'introduction de nouvelles technologies s'impose afin d'éviter une nouvelle collision en vol. La petite banlieue californienne est ébranlée par le crash. La collision a fait 82 victimes. Dans le quartier, la dévastation est omniprésente. Plus d'une douzaine de maisons ont été endommagées, plusieurs totalement détruites. Le rapport du NTSB fait clairement apparaître des problèmes au sein du système de trafic aérien. Des points noirs qu'il s'agit de supprimer avant qu'un autre drame ne survienne. La FAA, organisme de réglementation de l'aviation civile aux États-Unis, prend alors rapidement des mesures afin d'améliorer la sécurité. À bord des petits avions, l'emploi d'un nouveau type de transpondeur s'impose. Il aurait permis aux contrôleurs d'identifier l'avion privé comme un danger. Pour voler sous un espace aérien contrôlé, l'avion serait désormais équipé d'un transpondeur fournissant une estimation de l'altitude. Ainsi, il n'y aurait plus d'erreur possible sur les éventuelles intrusions dans un espace aérien. Par ailleurs, un nouveau système de détection d'intrusion est élaboré à l'attention des contrôleurs aériens. Le système de détection Mode C est un programme automatisé, aujourd'hui intégré dans toutes les grandes installations radar. Si un avion entre par inadvertance dans un espace aérien contrôlé, le contrôleur reçoit un message d'alerte oral ou visuel qui lui permet d'avertir le pilote à temps. Ceinture de sécurité. Même pour les pilotes les plus vigilants, l'ancienne stratégie d'évitement présentait de sérieuses limites. Ces limites vont être repoussées grâce à une innovation majeure. La principale innovation technologique qui a résulté de la collision de Cerritos est un mandat du Congrès obligeant tous les transporteurs aériens opérant au sein des États-Unis à être équipés d'un indicateur TCAS, un système d'évitement de collision. Tom Andrews a participé à l'élaboration du TCAS. Le système TCAS, qui était en cours d'élaboration, aurait probablement permis d'éviter cet accident. Il donne au pilote un avis de trafic 45 secondes avant la collision potentielle.
Salut Maria, ça va derrière? Et à environ 25 secondes avant la collision potentielle, le pilote reçoit un avis de résolution qui lui indique s'il doit monter ou descendre pour éviter l'autre appareil. Aujourd'hui, les avions de ligne commerciaux du monde entier utilisent le TICAS. Le pilote du Grumman Tiger, dont l'intrusion a probablement joué un rôle dans la catastrophe, a été mis en examen pour avoir volé dans un espace aérien contrôlé de façon inconsidérée et irresponsable. Quant à Walter White, il n'a pu surmonter les conséquences du crash au-dessus de Cerritos. Walter est revenu au Tracon, je dirais, à peu près un mois plus tard. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps il y est resté, mais ça n'a pas duré longtemps. Il s'est levé et il a dit « Non, non, merci ». Mais pour autant que je sache, il n'exerce plus. Un an après l'accident, tous les vieux radars de l'aéroport international de Los Angeles étaient remplacés. À Cerritos, un jardin commémoratif rappelle le jour de la catastrophe. Depuis, Mary Wong s'est remariée, mais elle n'oubliera jamais la souffrance éprouvée à son retour de l'aéroport. Il n'y a personne, la maison est vide. Derek vivait déjà en appartement à San Diego. Et moi, je n'étais plus une mère, sauf pour Derek. Je n'étais plus une épouse. Tout mon monde s'était écroulé. Quelques jours plus tard, Mary Wong rencontre l'une des rares personnes à pouvoir pleinement comprendre sa douleur. Je suis allée au service commémoratif. C'était très important pour moi d'essayer de rencontrer quelqu'un qui avait vécu la même chose. J'avais lu que Teresa avait perdu son mari et 2 de ses enfants. Et j'ai vu une femme qui pouvait être elle. Elle m'a demandé « Êtes-vous Teresa Estrada ?» Je lui ai dit oui. Elle m'a dit « Je m'appelle Mary Wong et... » Je lui ai dit « Moi aussi, j'ai perdu mon mari et mes enfants. » J'avais envie de la serrer dans mes bras parce qu'elle ressentait la même chose que moi. On a tout de suite sympathisé et 20 ans après, on est toujours amis. Pas un seul occupant des 2 avions n'a survécu à la catastrophe. Mais celle-ci a conduit à des améliorations historiques dans la sécurité aéronautique. Depuis l'adoption du système TICAS, pas une seule collision en vol n'a été à déplorer aux États-Unis.